Bonjour tout le monde. Cette série de vidéos est consacrée à la traite négrière, mais on va faire une parenthèse pour parler de l'esclavage en Afrique. C'est important de parler de cela parce qu'il y a une énorme confusion exploitée par les partisans de la complicité supposée des Africains à la traite négrière. Ils assènent l'idée que l'esclavage était massive en Afrique, qui avait une offre importante d'esclaves et que c'était quelque chose d'atroce, d'immonde, de barbare. Le problème avec ces gens, c'est que quand on prend le temps de les écouter, on constate assez rapidement qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils font du bricolage avec l'histoire pour soutenir leur théorie. Et puis, il y a ceux qui se disent spécialistes de l'Afrique, qu'ils soient historiens ou pas, mais quand on les écoute, on se rend rapidement compte qu'ils ne sont spécialistes de rien, en tout cas pas de l'Afrique. Déjà parce que ces spécialistes de l'Afrique, entre guillemets, ne parlent pas une seule langue africaine. Personnellement, je ne connais pas un spécialiste de la France qui ne parle pas le français. Mais eux, ils sont tous spécialistes de l'Afrique, et ce sont eux qui font le tour des médias pour expliquer aux gens ce qu'était l'Afrique. Il y a eu, dans l'histoire, des Européens qui ont authentiquement cherché à connaître et à comprendre l'Afrique, qui sont allés vivre en Afrique et qui ont appris les langues africaines. Par exemple, on a Bonaventure Liévin de Proyard, qui était un écrivain français et qui, au XVIIIe siècle, a vécu plusieurs années au Congo. Et lui, justement, dans un livre publié en 1776, a fustigé tous ces Européens qui n'ont de l'Afrique qu'une connaissance superficielle, qui ne parlent aucune langue africaine et qui diffusent des contre-vérités sur les Africains. Voyons par exemple ce qu'il dit aux pages 57 à 59. Parlant d'un de ces soi-disant spécialistes de l'Afrique, il dit « C'est à cette source commune que plusieurs écrivains de nos jours ont puisé les erreurs qu'ils ont publiées sur les habitants de cette contrée de l'Afrique. Et ils nous ont donné, sans doute contre leur intention, donc il dit que ces gens n'étaient pas tous forcément mal intentionnés, ils nous ont donné sans doute contre leur intention des portraits d'imagination pour des faits indubitables. Donc ces gens faisaient passer des choses qui relevaient de leur imagination pour des réalités. Il ajoute plus bas, « On ne peut connaître à fond le génie d'une nation qu'en l'étudiant. Et cette étude n'est pas l'ouvrage de quelques jours. Un voyageur, en le supposant même de bonne foi, qui parcourt le journal à la main un pays inconnu et dont il ignore la langue, ne peut prendre qu'une connaissance bien superficielle des peuples qui l'habitent. » Et il va également parler aux pages 79 et 82 de récits calomnieux. Parce que s'il admet qu'il y a des personnes en Europe qui diffusent des contre-vérités sur l'Afrique, mais de manière involontaire, il dit qu'il y a aussi des gens qui, sciemment, diffusent des mensonges sur l'Afrique et sur les Africains. Il y avait donc des calomniateurs de l'Afrique au XVIIIe siècle et on constate aujourd'hui, XXIe siècle, qu'il y a toujours des calomniateurs de l'Afrique. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et expliquer ce qu'était vraiment l'esclavage en Afrique. D'abord, on ne va pas comme certains faire la confusion entre la traite des esclaves et l'esclavage en Afrique noire. Ce sont deux choses différentes. Ensuite, on va se mettre d'accord sur un point. L'esclavage n'a jamais existé en Afrique noire. Jamais. L'esclavage n'a jamais existé en Afrique noire. Mais écoutons d'abord ce que certains aiment à répéter.
L'esclavage est né comment? On sait un peu comment ça s'est dit. Est-ce que c'est né avec l'humanité, pratiquement, ou pas? Enfin, est-ce qu'on sait un peu? Toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes. Toutes. Ouais. Asiatiques, américaines, avec les Aztèques, etc. Mais il y a une originalité. Si toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes, les seuls qui aient aboli l'esclavage, ce sont les Blancs. Ouais. Aucune société asiatique, aucune société africaine, aucune société américaine n'a aboli l'esclavage. Ce sont les Blancs qui ont aboli l'esclavage. Oh my God. Alors, par rapport à la dernière aberration que l'on vient d'entendre, c'est ce qui se passe quand on fait de l'idéologie au lieu de faire de l'histoire. Il y a bien évidemment des sociétés asiatiques et des sociétés africaines qui ont aboli l'esclavage. La plus ancienne mention dans l'histoire d'une abolition de l'esclavage, c'est le cylindre de Cyrus, texte rédigé autour de 538 avant notre ère. Et les Perses, ce sont un peuple d'Asie, on dit aujourd'hui les Iraniens. La charte du Mandé de l'Empire du Mali a aboli l'esclavage. Là, nous sommes en Afrique noire et ce fait est reconnu par l'UNESCO. La Tunisie, un pays d'Afrique du Nord, a aboli l'esclavage en 1846, 2 ans avant la France. Une procédure avait été engagée en 2016 pour que ce soit reconnu par l'UNESCO, ce qui a été fait en 2018. Et les Blancs, comme on l'entend, n'ont pas aboli l'esclavage. Ils l'ont juste remplacé par la colonisation. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais à l'époque, les Européens ont vu que la source de la traite commençait à se tarir. Il y avait de moins en moins d'Africains sur les côtes. Et donc, nous avons des textes de l'époque qui montrent que certains ont proposé de remplacer l'esclavage par la colonisation, et c'est évidemment ce qui a été fait. Mais attardons-nous sur ce qui a été dit au début, à savoir que tous les peuples dans l'histoire ont été esclavagistes. Il est important de comprendre pourquoi ils aiment marteler cela dans les médias. Ils veulent en réalité qu'on entende quelque chose. Quand ils disent « tous les peuples ont pratiqué l'esclavage depuis toujours », ils veulent qu'on entende quelque chose de très précis. Ils veulent qu'on entende les horreurs que nous, Européens, avons faites. Tous les peuples ont fait la même chose. C'est ça qu'ils veulent qu'on comprenne. Nous avons peut-être été des pourris, mais nous ne sommes pas les seuls. Tous les peuples depuis la nuit des temps ont été pourris comme nous. Voilà ce qu'ils veulent nous mettre à l'esprit. Et ils citent pour cela des exemples, Rome, la Grèce, les peuples arabes, la Mésopotamie, etc. Mais en réalité, ils sèment la confusion autour du mot « esclavage ». Pourquoi je dis que l'esclavage n'a jamais existé en Afrique? Parce que esclavage, ce n'est pas un mot africain, c'est un mot européen qui rend compte d'une pratique européenne. Nous le verrons plus en détail dans la vidéo consacrée à l'esclavage des Blancs, mais il faut savoir que les Européens se sont esclavagisés entre eux depuis l'époque du néolithique. Durant toute leur histoire, ils ont pratiqué l'esclavage. Et quand le christianisme s'est imposé en Europe, les Européens chrétiens ont massivement esclavagisé les Européens païens. Ils les capturaient, ils les castraient à Verdun et ils les vendaient aux musulmans. Et ces esclaves étaient majoritairement issus des peuples slaves. C'est ça l'origine du mot esclave, ça vient de slave. C'est un mot européen qui rend compte d'une pratique européenne. Mais qu'est-ce que les érudits européens ont fait? Quand ils étudiaient les us et les coutumes des autres peuples, dès qu'ils observaient une forme de servitude dans l'organisation sociale de la société, ils traduisaient systématiquement cela par le mot esclavage ou esclave. Ils disaient ainsi, ces gens font la même chose que nous. Alors que quand on prend le temps d'analyser ces formes de servitude en question,
on constate souvent que ça n'avait rien à voir avec ce qu'ont fait les Européens. Avant de continuer, je veux que vous compreniez bien l'importance des mots et cette confusion qui a été faite autour du terme esclavage. Et pour cela, on va prendre un exemple avec un mot que nous connaissons tous, c'est le mot amour. C'est grâce à ce mot que nous exprimons notre attachement pour une personne, pour une chose ou pour un concept. J'aime mon pays, j'aime ma femme, j'aime cette chanson, j'aime apprendre une nouvelle langue, etc. Pour exprimer ces différentes formes d'attachement, nous n'utilisons qu'un seul mot. Dans l'Antiquité, les Grecs, eux, avaient non pas un, mais plusieurs mots pour exprimer l'amour. Je vous mets sous les yeux les 4 principaux. Tout d'abord, il y avait storgé. Storgé, c'est le mot que les Grecs utilisaient pour décrire l'amour entre les membres d'une même famille. Ensuite, on a philia. Philia décrit le lien qui unit 2 amis. Mais c'est aussi ce mot qu'on va utiliser pour décrire l'amour que l'on a pour un concept. Par exemple, c'est de ce mot que vient le terme philosophie. Dans philosophie, vous avez philo qui est philia et vous avez sophie qui est sophia, la sagesse. Donc philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et puis, on a Eros. Eros, c'est l'attirance physique, sexuelle qu'il y a entre 2 personnes. C'est de ce mot que vient le mot érotique. Et enfin, il y a agapé. Agapé, c'est l'amour suprême, c'est l'amour désintéressé, inconditionnel. C'est ce mot qui est utilisé pour décrire l'attachement que Dieu a pour les humains. On le trouve par exemple dans la Bible, dans le texte de 1 Jean chapitre 4 verset 8 qui dit « Dieu est amour ». Pourquoi les Grecs avaient-ils des mots différents pour décrire l'amour? Parce qu'ils avaient bien compris quelque chose. Ils avaient compris qu'il faut être précis parce qu'on ne peut pas utiliser un seul mot pour décrire des réalités différentes. Par exemple, l'amour qu'un homme a pour sa sœur n'est pas le même amour qu'il a pour sa femme. Dans les 2 cas, c'est l'amour, mais ce n'est pas le même amour. Et c'est là où on comprend la confusion qui peut se créer lorsqu'on utilise un même mot pour définir des concepts différents, même si il y a des rapprochements. En mettant partout le mot esclavage pour définir des us, des coutumes, des traditions, des pratiques sociales d'autres peuples, les Européens ont créé la confusion dans l'esprit des gens. Mais cette confusion était intentionnelle parce que l'objectif, c'était d'amener les gens à penser que les atrocités que les Européens ont faites durant les 400 ans d'esclavage et de traite négrière, tous les peuples dans l'histoire de l'humanité ont fait exactement la même chose. Mais quand on étudie dans le détail qu'est-ce qu'on entend par esclavage dans les pratiques de ces autres peuples, on constate que ça n'avait rien à voir avec ce que les Européens ont fait. Prenons un exemple. Selon eux, la plus ancienne mention de l'esclavage se trouve dans le Code d'Hammurabi, un code qui a été rédigé il y a un peu moins de 4000 ans. Voici, à titre d'exemple, ce que nous dit le journal Le Parisien.
L'esclavage existe à l'époque antique, il est mentionné dans toutes les premières traces écrites, comme le Code d'Hammurabi et d'autres écrits analysés comme des transcriptions d'histoire orale. Là, on nous dit que les peuples sumériens pratiquaient l'esclavage puisque c'est mentionné dans le Code d'Hammurabi. Je rappelle d'abord une chose. Le Code d'Hammurabi a été rédigé il y a environ 3700 ans. À cette époque-là, le mot esclavage n'existait pas. C'est un mot qui est apparu en Europe au Moyen-Âge autour du 8e siècle de notre ère. Cela veut dire que ce sont les Européens qui ont pris l'initiative d'introduire ce mot dans leur traduction du Code d'Hammurabi. Ils ont traduit le mot sumérien wardum par le mot esclave. Et ils ont de cette manière-là rendu compte d'une pratique sumérienne d'un peuple qui, à cette époque-là, je le rappelle, était un peuple chamite. Alors, on va regarder ce que dit exactement le Code d'Hammurabi pour vérifier si cette pratique correspond à l'esclavage des Européens. Le Code d'Hammurabi présente deux cas de figure où un homme peut se retrouver esclave. Par exemple, il donne le cas d'une digue qui n'a pas été entretenue et qui saute et endommage la propriété ou les biens d'un citoyen. Le responsable doit payer. S'il n'est pas en mesure de payer, dans ce cas-là, il devra se mettre au service de la personne en tant que wardum. C'est le cas qu'on retrouve dans l'article 53. On trouve un deuxième cas de figure dans l'article 117. Un homme a contracté une dette et n'est pas en mesure de rembourser ce qu'il doit. Dans ce cas-là, lui, sa femme et ses enfants peuvent être vendus comme esclaves au débiteur et vont donc devoir travailler pour lui gratuitement. On retrouve également ce principe dans la Bible, dans une parabole édictée dans le livre de Matthieu au chapitre 18. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc c'était une pratique courante dans l'Antiquité et la première mention de cette coutume se trouve dans le Code d'Hammurabi. Donc on peut déjà constater ici que cette pratique n'a strictement rien à voir avec ce que les Européens faisaient. Dans un cas, c'était ce que j'appellerais un esclavage de prédation et d'exploitation. Ici, j'appellerais ça un esclavage de réparation. Il s'agit de réparer un dommage qui a été causé à une tierce personne. Et comme vous pouvez le constater ici, cette période d'asservissement, si on peut dire, n'excédait pas 3 ans. Pourquoi? Parce que ces peuples considéraient que 3 ans de travail pour une personne suffisait à éponger n'importe quelle dette. De plus, le propriétaire était averti que si durant cette période il faisait du mal à son wardum, il y aurait des conséquences. Regardez ce que dit l'article 116. Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d'homme libre, on tuera son fils. Donc là, on avertit le propriétaire que s'il maltraite son serviteur durant la période où il est à son service, au point que celui-ci meurt, eh bien son propre fils sera exécuté. Maintenant, si ce serviteur n'était pas libre avant, s'il avait déjà le statut de wardum, dans ce cas, on nous dit « et si le mort était esclave d'homme libre, il
paiera un tiers de mine d'argent, ce qui était une somme considérable à l'époque, et de quoi que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré. Ça veut dire qu'il ne récupérera jamais son argent. Donc le code d'Hammurabi avait pris des mesures pour que les personnes qui sont en état de servitude soient protégées et de manière dissuasive. Et donc on constate ici que ça n'a rien à voir avec ce que les Européens faisaient. On utilise le même mot, esclavage, mais on parle de choses totalement différentes. Dans un cas, il s'agissait d'asservir les gens, de les exploiter souvent durant toute leur vie, et ici, il s'agissait tout simplement d'obliger une personne à travailler pendant une période de temps donnée pour réparer un tort qu'elle avait causé à un autre membre de la société. Sur ce fondement-là, j'affirme que l'esclavage n'a pas existé dans le code d'Hammurabi, ni dans l'Égypte ancienne, et non plus dans les sociétés africaines, comme je vais le démontrer par la suite. D'ailleurs, le mot sumérien utilisé que les Européens ont traduit par esclave, ce mot au sens littéral désigne juste quelqu'un d'inférieur ou un serviteur. Ce sont les Européens qui, arbitrairement et à rebours, ont choisi d'appliquer le terme esclavage à cette pratique. Nous allons maintenant aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'esclavage en Afrique noire. Et avant de replonger dans les textes du passé, on va s'intéresser aux travaux d'un auteur contemporain, Herbert Foster. Herbert Foster est un chercheur américain du département d'histoire de l'université de Staten Island. Ses travaux portent sur l'esclavage en Afrique et sur la question de la complicité des Africains à la traite européenne. Il a publié cet article intitulé « Partenaires ou captifs du commerce, le rôle des Africains dans le commerce des esclaves ». Alors lui, ses conclusions, c'est que les Africains ne sont pas complices de la traite européenne, mais en sont les victimes. Cependant, aujourd'hui, on va uniquement s'intéresser à ce qu'il dit sur l'esclavage en Afrique. Globalement, il résume l'esclavage en Afrique à un système féodal. Il explique que globalement, l'esclavage en Afrique, c'était comme le système féodal durant le Moyen-Âge en Europe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les esclaves, c'était tout simplement des gens qui travaillaient une terre pour un seigneur et s'acquittaient d'un impôt vis-à-vis de ce seigneur, et qu'il n'y avait jamais d'asservissement ou de maltraitance. Il dit que les esclaves africains n'avaient pas une importance économique et n'étaient pas utilisés comme des travailleurs de terre forcés. Les esclaves étaient principalement dans une condition de vileinage. Il parle ici des serfs et des vassaux. Donc c'est pour lui un système féodal. Alors il dit ici que l'esclavage en Afrique n'est pas comme les Européens ont compris ce mot. Ce ne sont pas des biens meubles, ce n'est pas un homme dont on prive de ses droits, c'est tout simplement du servage, de la vassalité ou un esclavage domestique, tout simplement. Il cite ici un autre chercheur, Davidson, qui avait travaillé sur la question, et il dit qu'il décrit leur relation, donc la relation de ces esclaves entre guillemets, vis-à-vis de leur chef, comme similaire à celle des vilains. Alors, je rappelle qu'en Europe, dans le système féodal, vous aviez les seigneurs et vous aviez des paysans qui vivaient dans la terre de ces seigneurs et qui travaillaient pour lui. Il y avait deux sortes de paysans. Il y avait les serfs et il y avait les vilains. Ceux qui avaient le plus de droits, c'était les vilains.
Parce que, contrairement au cerf, par exemple, le vilain ne pouvait pas être vendu. Il devait tout simplement s'acquitter d'une taxe, d'une dîme, en fait, qu'il payait pour exploiter la terre du Seigneur. Et eux ont constaté que l'esclavage en Afrique s'approchait davantage de ça. Page suivante, ils disent un examen de l'organisation sociale de plusieurs royaumes africains révèle une relation sujet-seigneur qui, à beaucoup d'aspects, était similaire à celle de l'Europe féodale. Donc, eux déjà constatent que l'esclavage en Afrique n'a strictement rien à voir avec l'esclavage que pratiquaient les Européens durant la traite négrière. Ce n'est pas la même chose. Et ils ajoutent ici, page 13, que la confusion du servage africain ou vilainage africain avec l'esclavage du Nouveau Monde, donc l'esclavage des Européens, a été perpétuée malgré les nombreux récits des observateurs contemporains qui disaient le contraire. Donc il parle effectivement de confusion, et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en parlant de l'importance des mots, la précision des mots. Parce que s'il n'y a pas de précision, on sème la confusion dans l'esprit des gens. Ils disent aussi que beaucoup de contemporains de l'époque ont témoigné du fait que l'esclavage en Afrique n'avait rien à voir avec l'esclavage des Européens. Donc on va voir maintenant ce qu'ont dit ces témoins oculaires. Avant cela, on va rappeler un principe qui va nous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui encore les Africains sont calomniés. Si vous commettez un crime, supposons, que pouvez-vous faire pour que les gens ne vous perçoivent pas comme un criminel? Il faut les persuader que votre victime était un monstre. On ne vous pardonnera pas d'avoir fait du mal à un innocent, mais on vous pardonnera d'avoir fait du mal à un monstre. Et c'est cette stratégie que les Européens ont utilisée pour justifier leurs crimes. L'Europe, qui se dit gardienne des droits de l'homme et de l'humanisme, ne pouvait pas saigner l'Afrique pendant 400 ans sans persuader les opinions publiques que cette Afrique était une terre de barbarie et de sauvagerie. Et nous avons aujourd'hui des individus qui perpétuent cette œuvre de calomnie pour redorer l'image de leur patrie, comme si calomnier une victime pouvait effacer un crime. Parce que, dans leur esprit déréglé, ces gens pensent que le fait de salir une victime permet de nettoyer un coupable de ses fautes. Et ce qui est frappant, quand on consulte les textes des négriers, et j'ai lu beaucoup de textes de négriers, ce qui est frappant, c'est que quand on les compare avec ce qu'on entend aujourd'hui de la part de certaines personnes, on retrouve les mêmes arguments. Tout ce que vous entendez de la bouche de Zemmour, Lugan, Pétré, Grenouillot et autres, vous les retrouvez dans les textes des négriers des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le but avec les Juifs, pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit, par exemple, une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec, par exemple, l'esclavage et l'esclavage des Noirs, envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé. Yves Cameron. I'm back. Pour pouvoir travailler les au maximum, vendre ouais. et pour qu'ils soient commercialisables.
Donc non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. En 1789, par exemple, on a un texte anonyme publié par un propriétaire d'esclaves de Saint-Domingue. Et notez ce qu'il dit à la page 5 de son document. Avant de savoir si on rend les nègres malheureux en les transportant en Amérique, il s'agit d'examiner dans quel état ils vivent en général, dans les bois, dans les marais et sur les plages arides de la Guinée, entièrement nus, manquant souvent des choses les plus nécessaires à la vie, soumis partout à des despotes capricieux et barbares, d'autant plus tourmentés que ces despotes sont plongés dans la même stupidité, dans le même abrutissement que leurs sujets, exposés sans cesse à se voir mutilés, égorgés, même enterrés vifs par ces tyrans cruels. Voilà quel est à peu près le sort des nègres d'Afrique. Voilà comment ce propriétaire d'esclaves, pour défendre l'esclavage, pour pas que l'esclavage soit aboli, voilà comment il décrivait le sort des Africains qui vivaient en Afrique. Et l'idée était de dire qu'en les faisant venir en Amérique, on leur rendait service. Ce système de propagande a fini par s'effondrer lorsque, notamment, des Européens qui ont vécu en Afrique ont raconté ce qui s'y passait vraiment. Et ce qui est frappant, c'est que, alors qu'il a été démontré que ces thèses des négriers, des propriétaires d'esclaves étaient fausses, on retrouve encore ce type d'argument dans la bouche de certaines personnes aujourd'hui. À ce type de calomnie, un député de l'Assemblée nationale avait répondu en 1790. Pétion de Villeneuve, dans un discours prononcé devant les autres députés, déclare ceci à la page 2. « La cupidité se masque souvent du voile de l'humanité pour parvenir plus sûrement à son but. » Et il ajoute « En volant des hommes à l'Afrique pour les répandre dans les colonies, en demandant la protection des puissances étrangères pour soutenir ce brigandage, les trafiquants exposèrent que ces peuples étaient livrés à l'idolâtrie la plus extravagante, à la misère la plus affreuse, et que c'était leur rendre un double service que de les arracher à ce pays ingrat et de les soustraire aux peines éternelles qui les attendaient. » Le cupide ne veut pas paraître comme cupide, donc il met un masque. Il met le masque de l'humanité pour faire croire qu'il agit pour le bien des autres. Et pour cela, il faut salir l'Afrique en disant que c'est une terre de barbarie. Et on constate que ce masque, les Européens le mettent toujours aujourd'hui. Ils vont en Afrique, soi-disant pour aider les Africains, alors qu'ils y vont pour exploiter leurs ressources naturelles. Il ajoute aux pages 11 et 12 « Voilà, messieurs, les hommes et le pays que l'avidité européenne a calomnié constamment pour justifier le vol et le trafic infâme qu'elle en fait. Ils vivent contents au sein de la nature et on les en arrache sous le prétexte qu'ils sont malheureux. On feint de croire qu'ils sont à plaindre parce qu'ils n'ont pas nos besoins. On les enlève sous le prétexte de les rendre plus heureux et dans le fait pour les condamner à des tourments éternels. Tout condamne donc ici l'Européen armateur. Il est criminel. D'abord en enlevant des hommes, il est beaucoup plus en les enlevant à un pays qu'ils chérissent, à un genre de vie qui les rend heureux. Et aux pages 19 et 20, il dit ce qu'était l'esclavage en Afrique. Et c'est ici que je dois encore fixer vos regards, parce que ce fait offre une objection souvent répétée par les armateurs. Ils disent que le sort de ces esclaves est affreux et qu'on leur rend service en les transplantant dans les îles. Imposture démentie par tous les voyageurs.
quelle différence du sort d'un esclave de Saint-Domingue à celui de l'Afrique. Ce dernier vit dans sa patrie, au milieu de ses habitudes. Il loge sous le même toit que ses maîtres, partagent souvent leur nourriture ou au moins celle de leurs enfants. Il peut se livrer au repos pendant quelques heures de la journée. Jamais ce repos n'est troublé par l'horrible bruit des fouets qui le rappelle au travail. Il affirme donc devant les députés que le mensonge selon lequel les Africains étaient persécutés en Afrique a été démenti par tous les voyageurs et qu'il y avait une différence notable entre le sort d'un esclave africain dans les colonies européennes et le sort d'un esclave en Afrique. Avant de regarder ce qu'ont dit les témoins oculaires, on va d'abord déterminer quelle était la proportion des esclaves sur le continent africain sans l'intervention des Européens. L'historien et géographe français Jean Suré-Canal, dans son étude intitulée « Contexte et conséquences sociales de la traite africaine », a affirmé qu'en Afrique, les formes d'esclavage étaient embryonnaires. Il y avait très peu d'esclaves sur le continent africain. L'idée d'une Afrique remplie d'esclaves est un mythe mis en avant par les Européens pour accréditer l'idée selon laquelle les Africains s'esclavagisaient déjà entre eux. Pétion de Villeneuve dit la même chose aux pages 21 et 22. On peut affirmer que plus de 99 000 jouissaient de leur liberté avant le cruel attentat qui les enlève à leur pays, et que les 1000 restants, quoique esclaves, sont arrachés à une servitude douce et supportable pour être plongés dans un esclavage infernal. Donc, il dit que sur 100 000 Africains, plus de 99 000 étaient des gens libres, et que les 1000 restants, qui étaient esclaves, subissaient en fait une servitude douce et supportable. Thomas Clarkson, dans son livre « Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs », dit la même chose à la page 55. Le fait est qu'il n'y a que très peu d'esclaves en Afrique. Les 19/20 de la population sont libres. Les témoins de l'époque nous renseignent déjà sur le fait qu'il n'y avait que très peu d'esclaves sur le continent africain. Et c'est en fait les Européens qui, lorsqu'ils vont arriver, parce que eux avaient besoin en permanence d'esclaves pour travailler dans leur colonie, ce sont eux qui vont faire en sorte que le nombre des esclaves sur le continent africain se multiplie. Mais dans la structure sociale de l'Afrique en elle-même, il y avait très peu d'esclaves. Comment devenait-on esclave en Afrique? On pouvait devenir esclave pour des raisons diverses. Mais ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que les Africains ne sont jamais allés attaquer un pays étranger pour faire des esclaves ou pour coloniser ce pays. Ce sont les Arabo-Berbères et les Européens qui ont fait ça. En Afrique, ce qu'ils appellent esclavage, et j'emploie ce terme parce que c'est le mot que nous utilisons aujourd'hui et je veux qu'on se comprenne bien, mais je pense que vous avez compris ce que j'en pense. L'esclavage n'a pas existé sur le continent africain. Donc j'emploie ce mot pour qu'on se comprenne bien. Ce qu'ils appellent l'esclavage en Afrique, c'était en réalité un système de régulation de la vie sociale. En cas de guerre, avec une autre tribu, les prisonniers de guerre devenaient esclaves. Si vous commettiez un crime, vous pouviez devenir esclave. Pareil pour un vol. Vous devenez esclave de la personne que vous avez volée. Et souvent, cette servitude durait pendant une période de temps. C'était en fonction de la gravité de la faute.
Si vous avez contracté une dette, par exemple, et que vous ne pouvez pas rembourser, vous devenez l'esclave de votre créancier. Si vous avez commis l'adultère, ce qui en Afrique était extrêmement rare, mais si cela se produisait, si la femme avouait la faute à son mari, elle était pardonnée, mais l'amant devenait l'esclave du mari trahi. Mais les choses ne se faisaient pas de manière arbitraire. Il y avait un procès et le tribunal pouvait décider d'infliger ou non la sanction de servitude. L'accusé avait un avocat. C'est ce que relate par exemple Mungo Park. Mungo Park est devenu très célèbre au XVIIIe siècle parce que c'est le premier Européen à avoir visité l'intérieur de l'Afrique. Les autres Européens, par prudence, préféraient rester sur les côtes. Dans son livre « Voyage dans l'intérieur de l'Afrique » fait en 1795, 1796 et 1797, voici ce qu'il dit à la page 29. La nécessité d'avoir souvent recours à des lois écrites que les nègres qui professent encore le paganisme ne connaissent pas, fait qu'il y a dans leurs palavers, les palavers ce sont les tribunaux, ce que je ne m'attendais guère à trouver en Afrique, c'est-à-dire des gens qui exercent la profession d'avocat ou d'interprète des lois. Et il leur est permis de comparaître et de plaider, soit pour l'accusateur, soit pour l'accusé, de la même manière que dans les tribunaux de la Grande-Bretagne. Et si j'en peux juger par leur plaidoyer que j'allais souvent entendre, ils égalent dans l'art de la chicane et des cavillations les plus habiles plaideurs d'Europe. Donc, il dit qu'il ne s'attendait pas à trouver en Afrique des avocats et des procureurs, qu'il allait souvent les écouter lors des procès et qu'ils étaient aussi bons que les meilleurs avocats d'Europe. C'est vrai qu'on est loin ici d'une Afrique sauvage et barbare. Bonaventure Liévin de Proyat le confirme dans son livre à la page 139 et en ajoutant une précision. Les gouverneurs des villes et les chefs des villages sont en même temps juges pour le civil et le criminel. Ils ont droit de condamner à l'esclavage et même à la mort, mais il est libre à chacun d'en appeler de leur sentence au tribunal du gouverneur général de la province et, en dernier ressort, au roi lui-même. Il dit que si l'accusé est condamné soit à mort, soit à l'esclavage, il peut faire appel du jugement. D'abord au tribunal du gouverneur général et, en dernier recours, si la peine est confirmée, au roi lui-même. Et là déjà, on constate que ce qu'ils appellent l'esclavage en Afrique n'avait rien à voir avec l'esclavage des Européens. Là, ce n'est pas un esclavage de cupidité ou d'oppression, c'est un système qui garantissait une certaine justice sociale. Un homme avait commis une faute contre la société. Pour payer cette faute, pour la réparer, il pouvait être soumis à une condition de servitude. Mais là encore, il n'y avait pas d'arbitraire. Il y avait un procès, il y avait un avocat. Et c'est le tribunal qui, en fonction des éléments, décidait s'il était condamné à être esclave ou pas. Et s'il était condamné, il avait encore la possibilité de faire appel et, en dernier recours, soumettre sa situation au roi. Voilà pourquoi il y avait très peu d'esclaves sur le continent africain. Donc, quel est le rapport avec ce que les Européens ont fait pendant 400 ans? Est-ce qu'on parle de la même chose? Maintenant, on va aller un peu au fond des choses pour comprendre la sagesse du système africain. Prenons l'exemple du crime. Dans certaines sociétés africaines, il n'y avait pas de prison, et dans d'autres, il y en avait.
Mais dans la majorité des cas, la sanction pour un crime était la servitude. La personne devait travailler pour la collectivité et ainsi littéralement payer sa dette à la société. Comment ça se passe en Europe? En France, par exemple, il faut savoir que un détenu coûte en moyenne 100 € par jour aux contribuables. 100 € par jour, ce qui fait 36 000 € par an. Tous les 10 ans, il aura coûté 360 000 € à la société, un seul détenu. On imagine le coût global, sachant que chaque pays a dans ses prisons des dizaines de milliers de détenus. Et comment ces détenus passent-ils leur journée? Si certains travaillent et font des études, beaucoup passent leur journée devant leur télé à fumer du cannabis. L'Afrique n'avait pas ce problème-là, parce que les criminels n'étaient pas emprisonnés, mais soumis à une peine de servitude où ils travaillaient pour la collectivité. Parce que dans la pensée africaine, on ne pouvait pas concevoir que quelqu'un qui a commis une faute contre la société soit encore une charge financière pour elle pendant des années. À la même époque, la France, qui était inondée par le crime et la délinquance, reconnaissait les failles de son système. Puisque dans son livre publié en 1777, Hilliard d'Auberteuil disait ceci à la page 75, « La peine de prison afflige, endurcit, révolte, elle ruine le peuple pour enrichir les geôliers. C'est une invention barbare qui nuit à tout et ne sert à rien. » Donc il dit que la prison ruine le peuple. Et je rappelle que ce livre avait été rédigé à la demande du ministère des colonies. Et quel était le résultat du système africain? Le résultat, c'est qu'il y avait la paix et la sécurité sur le continent africain. Au XIVe siècle, Ibn Battuta, un explorateur arabe, a visité l'Afrique de long en large. Et il a fait un compte rendu de ce voyage dans son livre « Voyage au Soudan ». Je rappelle qu'en arabe, Soudan désigne le pays des Noirs. Et voici ce qu'il va dire à la page 33. Parmi les belles qualités de cette population, nous citerons les suivantes. Le petit nombre d'actes d'injustice que l'on y observe, car les nègres sont de tous les peuples celui qui l'abhorre le plus. Leur sultan ne pardonne point à quiconque se rend coupable d'injustice. Deuxièmement, la sûreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays. Le voyageur, pas plus que l'homme sédentaire, n'a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs. Il dit que de tous les peuples de la terre, les Noirs sont ceux qui détestent le plus l'injustice. Et il dit que dans tout le pays, il y a une sécurité complète et générale. Un voyageur peut circuler en sécurité sans craindre des voleurs ou des brigands. Je rappelle que il a écrit ça au XIVe siècle. Donc, un siècle avant l'arrivée des Européens. Les Européens n'avaient pas encore mis les pieds en Afrique. Et là, vous voyez comment était l'Afrique avant l'arrivée des Européens. C'était la sécurité totale. Comparé avec ce qui se passait en Europe à la même époque, c'était de l'insécurité de partout. Il y avait une telle délinquance que la nuit, vous aviez les chevaliers du guet qui faisaient le tour de la ville en hurlant « Dormez bonnes gens, tout va bien ». Tellement les gens se sentaient en insécurité en Europe. Et c'est ça, ces mœurs européennes, violentes, malhonnêtes, c'est ça qu'ils ont introduit quand ils sont arrivés en Afrique à partir du XVe siècle.
Maintenant, nous allons observer quelle était la condition réelle des esclaves en Afrique et vous allez constater que c'est sans comparaison avec la pratique européenne. En 1864, un groupe d'ethnologues anglais ont exploré l'Afrique, le Niger, pour se faire une idée des mœurs des Africains. Et 2 ans plus tard, leurs conclusions ont été publiées dans un journal. Le journal en question, le voici. C'est le Paisley Herald du 10 mars 1866. Et dans cette édition, on trouvait un article intitulé « Among the Savages » parmi les sauvages. Il s'agissait de la Société d'ethnologues de Londres et l'auteur de l'article était un des membres de cette expédition au Niger qui s'était déroulée en 1864. À propos de l'esclavage en Afrique, voilà ce qu'ils disent. Sur l'esclavage, M. Robbins a remarqué que ce n'était pas ce que les gens en Angleterre pensaient que c'était. Il s'apparente, comme cela a continuellement été trouvé dans cette partie de l'Afrique, à un groupe familial. Il n'y a pas de travail obligatoire. Le propriétaire et l'esclave travaillent ensemble, mangent la même nourriture, portent les mêmes vêtements et dorment dans la même hutte. Certains esclaves ont plus de femmes que leurs maîtres. Cela donne protection à l'esclave et tout le nécessaire pour sa subsistance, nourriture et vêtements. La condition d'un homme libre est pire que celle d'un esclave. Ils ont donc constaté que ce qu'on appelle l'esclavage en Afrique n'avait strictement rien à voir avec ce que les Anglais pensaient que c'était. Il n'y avait pas de travail forcé. Il y avait entre le maître et son esclave un rapport familial. Ils mangeaient ensemble, travaillaient ensemble, ils dormaient sous la même hutte et ils disent à la fin que la condition d'un homme libre était pire que celle d'un esclave, parce que si un homme libre était pauvre, eh bien lui ne pouvait pas quémander sa nourriture. Donc là déjà, on a un journal de l'époque, 1866, où des ethnologues anglais qui ont visité l'Afrique expliquent que l'esclavage, là-bas, n'avait rien à voir avec ce qui se passait en Europe. Sylvain Ménard Xavier Goldberry était un géographe et un militaire français. Pendant 3 ans, il a exploré l'Afrique à la demande de Louis XVI. Au cours de ce séjour, il a notamment appris à parler le Wolof. Et son rapport a été publié en 1802 sous la forme d'un ouvrage intitulé « Fragments d'un voyage en Afrique ». Aux pages 154 et 155, voici ce qu'il dit. À l'époque où j'habitais l'Afrique, la population de cette île était composée en mulâtres et nègres libres indigènes de 2400 individus. À cette population, il fallait ajouter ce que dans ces contrées on appelait alors les captifs de case. Les captifs de case, c'était les fameux esclaves en Afrique, qui habitent le domaine du maître qui le servent, qui se marient, qui, toujours réunis dans l'enclos du propriétaire, sont en quelque sorte comme les serfs de la famille, ils font, pour ainsi dire, corps avec elle et n'en éprouvent que de la bienveillance. Lui aussi parle de servage et pas d'esclavage. Et il dit qu'ils font corps avec la famille, ce qui veut dire en gros que ces esclaves-là
font partie de la famille. On a également le témoignage de Richard Burton. C'était un explorateur anglais qui a servi dans l'armée britannique en Afrique. C'est un homme qui affirmait que les nègres étaient des êtres inférieurs et qui subissaient légitimement la malédiction de Cham. Dans son livre « Voyage au Grand Lac de l'Afrique orientale », publié en 1861, il dit ceci, page 665, « Il est rare, nous devons l'avouer, que le transport des esclaves présente dans cette partie de l'Afrique le tableau cruel qu'il offre ailleurs. Quelques marchands attachent leurs hommes de manière à en former une chaîne pour traverser les lieux où l'on encourage la fuite. Mais en général, il se fie plutôt à la douceur qu'à la rudesse pour prévenir la désertion. On voit souvent l'esclave gros et gras dormir à l'ombre pendant que son propriétaire peine au vent et au soleil. » Donc là, il dit que pendant que le propriétaire travaille dur, eh bien, l'esclave dort tranquillement. L'individu marchandise est bien nourri et travaille peu, tandis que le porteur, qui n'appartient qu'à lui-même, est abandonné sans hésitation au coin du sentier dès qu'il est malade ou que les provisions manquent. Les rapports quotidiens entre le possesseur et le possédé tiennent plutôt de ceux du patron envers le client, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait patron et salarié, que des relations de maître à esclave. Celui-ci est appelé mon frère et il est assez rare qu'il soit insulté ou battu. En fait, le travail gratuit et forcé, qui est l'essence de l'esclavage, est beaucoup plus général et plus dur dans l'Inde indépendante que dans l'Est de l'Afrique, où l'homme n'est pas attaché à la glèbe comme dans l'affreuse servitude du Malabar. Ça, c'est un esclavagiste européen qui le dit. Lui-même dit que l'esclavage en Afrique n'a rien à voir avec ce qui se passe en Inde indépendante, c'est-à-dire dans les colonies américaines. Il dit c'est très rare qu'un esclave soit insulté ou battu. Et le maître appelle son esclave « mon frère ». Voilà ce qu'on appelait l'esclavage en Afrique. Revenons à Bonaventure Liévin de Proyard, parce que lui aussi a parlé de l'esclavage en Afrique. Regardons ce qu'il dit aux pages 121 et 122. Les esclaves ne sont pas les plus maltraités dans ces États. Le roi et les princes ménagent ceux qui leur appartiennent, dans la crainte que n'ayant rien qui les attache à leur patrie, ils ne passent au service des princes étrangers, qui saisissent toujours volontiers l'occasion d'augmenter leurs possessions en assurant aux esclaves fugitifs qui veulent se donner à eux le sort qu'ils ont quitté. Les nègres libres sont plus à plaindre relativement à leurs conditions. Ils sont obligés de faire des présents au roi à proportion du nombre de leurs esclaves, des terres qu'ils cultivent et des bestiaux qu'ils nourrissent. Si le roi juge qu'ils ne donnent pas assez, il envoie sur les lieux des esclaves qui leur prennent tout ce qu'ils ont. Les rois justes et humains ne se permettent pas ces exactions cruelles. Il dit que, en Afrique, les esclaves ne sont pas maltraités, parce que les rois et les princes savent que s'ils les maltraitent, ils peuvent décider à tout moment de partir et se mettre au service d'un autre roi ou d'un autre prince. Et il ajoute, comme l'ont constaté les ethnologues anglais que nous avons vus tout à l'heure, que la condition des Africains libres est parfois plus difficile que celle des esclaves. Il ajoute quelque chose, pages 125 et 126. Il parle ici des ministres africains et il donne cette précision. Leurs commis, donc les commis de ces ministres,
sont des esclaves intelligents qu'ils envoient dans les villes et les provinces pour signifier aux particuliers ou aux personnes en place les intentions du roi. Je rappelle que nous sommes au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, qu'était un commis? Un commis, c'était un haut fonctionnaire de l'État. C'est l'équivalent aujourd'hui, par exemple, d'un préfet. Et il explique que là, dans ces sociétés africaines, les commis des ministres, c'étaient des esclaves. C'est eux qui étaient envoyés dans les villes pour faire connaître aux gens quelle était la volonté du roi. Ils agissaient donc en tant que représentants du roi. Et comme nous l'avons vu plus haut, ces esclaves faisaient également office d'huissier de justice. Comme aujourd'hui, si vous n'avez pas payé vos impôts, vos redevances ou autres, la justice peut saisir un huissier et celui-ci peut venir chez vous et vous saisir vos meubles. Là, c'était le même principe. Un huissier de justice, c'est un officier ministériel. C'est un fonctionnaire du ministère de la Justice. Et dans ces sociétés africaines, ceux qui faisaient office d'huissier de justice, c'étaient des esclaves. Donc, est-ce qu'on parle de la même chose? Quel rapport entre cette pratique et ce qui se passait en Europe, où les esclaves travaillaient en moyenne 16 heures par jour avec des coups de fouet dans les champs de coton ou dans les sucreries? Joseph Elzéar Morenas, qui a aussi vécu plusieurs années en Afrique, confirme qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Dans son livre précis historique, il dit à la page 150 « En général, comme on l'a déjà vu, l'esclavage est fort doux parmi les Africains. Il n'a pris ce caractère de férocité que l'on remarque sur quelques parties des côtes que depuis l'arrivée des Européens et par leur funeste influence. J'ai connu au Sénégal plusieurs Noirs esclaves qui faisaient fréquemment de longs voyages. L'esclave Foudé, dont j'ai déjà parlé, était lui-même propriétaire de plusieurs esclaves, dont un, Bambara de Nation, faisait de montant pour son maître le commerce avec des pays situés au-delà de Galam à plus de 300 lieues de distance. Ce qui suppose qu'en Afrique, les esclaves n'ont pas à se plaindre de mauvais traitements de la part de leur maître. Le noir Foudé, esclave d'une mulâtresse, allait souvent sur le territoire anglais avec une goélette qu'il commandait et dont il disposait à son gré lorsqu'il était en mer. La mulâtresse à qui ce navire appartenait n'avait aucune crainte que son esclave profitât de la facilité qu'il avait en pays étranger de recouvrer la liberté. Voilà le témoignage d'un homme de l'époque qui a vécu en Afrique et qui témoigne de ce qu'il a vu. Et vous pouvez déjà constater que quand on compare ceux qui aujourd'hui nous parlent de l'Afrique, ceux qui aujourd'hui nous disent que l'esclavage en Afrique c'était l'horreur, c'était la barbarie, c'était la cruauté, quand on compare ces déclarations avec le témoignage des témoins oculaires de l'époque, on se rend compte que ce n'est pas la même histoire qu'on nous raconte. Voyons maintenant ce qu'a écrit un écrier hollandais du nom de Guillaume Bosman. Alors lui, il avait un tel mépris pour les Africains que quand on lit son ouvrage, il faut rester concentré sur le fond. Il faut faire la part des choses. Il a été commandant d'un fort négrier sur la côte de Guinée. Et dans son livre « Voyage de Guinée », publié en 1705, il raconte ses années de chef négrier en Afrique. Le but de son livre, en partie, c'est de dénigrer les mœurs africaines.
Donc, même quand il observe une qualité, il s'efforce de la tourner en dérision. Voyons ce qu'il dit sur l'esclavage en Afrique, pages 144 et 145. Ce que j'ai trouvé de plus louable parmi les nègres, c'est qu'il n'y a point de pauvres qui aillent mendier pour vivre. Car quelque peu de bien qu'ils aient, ils ne sont jamais réduits à la mendicité. Il a constaté, durant ces années passées en Afrique, qu'il n'y a pas de mendiants. Il n'y a pas de pauvres obligés de mendier. Et il explique pourquoi. En voici la raison. Lorsqu'un nègre ne peut vivre de ce qu'il a, il s'engage à quelqu'un pour une certaine somme d'argent, ou bien ses parents même l'engagent quand il est dans la nécessité. Celui avec qui il s'est engagé lui donne ce qui lui est nécessaire pour son entretien, à condition qu'il fasse ce qui lui est ordonné, ce qui n'est pas fort pénible et qui ne sent nullement l'esclavage. Donc il dit que quand il y a quelqu'un qui est pauvre, il se met au service de quelqu'un, la personne subvient à ses besoins et lui, en contrepartie, il fait ce que la personne lui demande. Et il dit que ce qui lui est demandé, ce n'est pas pénible et on ne peut pas vraiment appeler ça de l'esclavage. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de mendiants en Afrique. Il poursuit, car il n'a qu'à servir son maître avec les armes lorsqu'il a besoin de lui et à travailler dans le temps qu'on sème grain à peu près autant qu'il veut. Il n'y a donc point de véritable mendiant que la nécessité oblige à demander l'aumône. Donc pas de mendicité en Afrique, grâce à quoi? Grâce à ce système que eux ont appelé l'esclavage. Quel contraste avec ce qui se passait en Europe où les villes étaient épandues de mendiants. Et aujourd'hui encore, on a dans toutes les grandes villes européennes des gens qui dorment dehors, même quand il fait -5, vous avez des gens qui dorment dans la rue. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover on the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Oh, oh. Someone like you. Ça n'existait pas en Afrique. Sylvain Ménard-Goldberry, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui avait exploré l'Afrique à la demande de Louis XVI, confirme cette information. Voyons d'abord ce qu'il précise dans l'avant-propos du tome 1 de son livre. Certaines de mes opinions pourront se trouver en contradiction avec des opinions adoptées et établies. Il se rencontrera sans doute sur quelques-uns des objets dont je traite des sentiments opposés aux miens. Mais je dois dire que mes opinions et mes sentiments sur l'Afrique sont les résultats de ce que j'ai vu, d'un grand nombre de renseignements comparatifs, des documents que j'ai rassemblés, de l'étude suivie que j'ai faite de cette partie du monde et enfin de mon intime conviction. Et qu'est-ce qu'il a vu sur la mendicité? Il le révèle dans le tome 2 de son ouvrage.
Nous voici à la page 400 du tome 2. Il n'est pas une seule de nos grandes villes d'Europe où l'on ne compte les pauvres et les mendiants par milliers. Pendant tout le temps que j'ai habité l'Afrique et dans toutes les contrées que j'ai visitées, je n'ai pas vu un seul pauvre mendiant. Il a fait la même constatation que le négrier hollandais. Il n'a pas vu durant toutes ces années et dans tous les endroits où il a été en Afrique, il n'a pas vu un seul pauvre mendiant. Voilà un envoyé du roi de France qui témoigne de l'excellence de l'organisation sociale de l'Afrique traditionnelle. Parce qu'il n'y avait pas en Afrique l'individualisme propre aux sociétés occidentales. Et ce qui rendait cela possible, c'était aussi ce qu'on appelle l'esclavage en Afrique. Bonaventure de Brouillard, quant à lui, nous relate dans son livre à la page 73 qu'en Afrique, il n'y avait pas besoin d'hôtel, parce que les Africains se logeaient entre eux, et cela gratuitement. Il dit « Ils sont humains et obligeants, même envers les inconnus, et ceux dont ils n'ont rien à espérer. Les hôtelleries ne sont point en usage parmi eux. Un voyageur qui passe par un village à l'heure du repas entre sans façon dans la première case, et il y est le bienvenu. Le maître du logis le régale de son mieux, et après qu'il s'est reposé, il le conduit dans son chemin. Les missionnaires se sont souvent mis en route sans provisions et sans marchandises pour s'en procurer. On les a reçus partout, humainement. Ils n'ont manqué de rien pour la vie. Quand un nègre s'aperçoit que son hôte ne mange pas d'assez bon appétit, il cherche le meilleur morceau du plat, il mord dedans et lui présente le reste en disant « Mangez sur ma parole ». Cette politesse est fort éloignée de nos mœurs. Donc il dit lui-même que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe. Parce que ce qu'il décrit ici, cette hospitalité africaine, le fait de loger, de nourrir, même des gens qu'on ne connaît pas, même des étrangers, sans rien espérer en retour, ça, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est l'amour suprême, l'amour divin. L'amour agapé, c'est l'amour désintéressé. C'est faire quelque chose de bien sans espérer quoi que ce soit en retour. Et c'est exactement ce qui se passait dans les sociétés africaines. Le noir qui était en déplacement savait que dans n'importe quelle maison où il irait, il serait accueilli, il serait logé et il serait nourri. C'est un amour que les sociétés européennes de l'époque ne connaissaient pas. Parce qu'en Europe, si vous n'aviez pas d'argent, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, si vous n'aviez pas d'argent pour vous payer un hôtel ou une auberge, vous dormiez dehors. Tandis qu'en Afrique, c'était la véritable fraternité. Mais revenons à Xavier Ménard Goldberry. Il dit à la page suivante que les seules personnes en Afrique qui faisaient l'aumône, c'étaient les aveugles. Mais que on leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Page 401, il poursuit. La mendicité, cette lèpre hideuse qui ronge et corrompt l'Europe, est donc inconnue en Afrique. Et l'homme bon et sensible s'y trouve satisfait en voyant que personne n'y languit dans la misère. Vous voyez que ce témoignage est à contre-courant de tout ce qu'on a tendance à nous raconter sur ce qu'était l'Afrique. En Afrique, les seuls hommes qui demandent sont les aveugles, qui se réunissent en troupes de 8 ou 10, tenant chacun un très grand bâton à la main et vêtus très proprement de pagne, toute blanche. Dès l'instant que ces aveugles se mettent à chanter, on les fait entrer dans l'enclos, on les fait asseoir et on leur donne des vivres. Mais ces dons leur sont offerts avec empressement et comme un hommage dû à l'humanité, à la pitié qu'inspire le malheur de l'aveuglement, plutôt que comme une aumône.
On écoute ensuite avec un grand intérêt les cantiques de ces aveugles qui ne manquent jamais de rien et à qui l'on prodigue tout ce qui peut leur être nécessaire et agréable. Et du côté des Européens, comment ça se passait? Comment traitaient-ils les aveugles? La bibliothèque ophtalmologique sur les maladies des yeux, publiée en 1820, raconte un fait qui s'est produit à l'époque. Il raconte de la page 48 à la page 53 que des Africains dans le navire négrier ont attrapé une maladie des yeux. Et comme ces Noirs étaient entassés les uns sur les autres, il y a eu une contamination, de sorte que 39 Noirs ont perdu la vue. Et que leur est-il arrivé? Eh bien, ces 39 Noirs qui sont devenus aveugles ont tout simplement été jetés à la mer. Comme les Européens savaient que personne ne voudrait les acheter, ils les ont tout simplement jetés aux requins. Donc vous avez des Africains qui sont enchaînés dans les cales du navire. Il y a une infection qui se répand. Malheureusement, ils perdent la vue, ils deviennent aveugles et ils sont jetés à la mer. Voilà comment les Européens traitaient des aveugles et voilà comment les Africains, eux, se comportaient vis-à-vis des aveugles. On a vu que dans cette Afrique, il n'y avait pas d'insécurité, c'était la sécurité générale et complète. Il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de mendicité, il n'y avait pas besoin d'hôtels ou d'auberges, parce que tout Africain qui se déplaçait savait que dans n'importe quelle maison, il trouverait l'hospitalité et de quoi dormir, et qu'il n'aurait pas à payer quoi que ce soit. C'est ça la véritable fraternité. C'est ça une société où il fait bon vivre. Et j'aurais pu citer des auteurs africains, tels que l'excellent Afrique précoloniale de Cheikh Anta Diop. Mais ce sont les Européens eux-mêmes qui sont obligés de témoigner de l'excellence de la société africaine par rapport à la société européenne. Et c'est là où on réalise que l'arrivée et l'influence des Européens a été une catastrophe pour le continent africain. Parce qu'ils ont apporté en Afrique leur violence, leurs mœurs, leur cupidité. Et ce lien fraternel qui unissait les Africains, peu importe leur tribu, peu importe leur nationalité, peu importe leur ethnie, ce lien a également été brisé après l'arrivée des Européens. Mais revenons au négrier Guillaume Bosman qui commençait tout juste à nous parler de l'esclavage en Afrique. Il commence par dire quelque chose sur les rois africains. Ces grands seigneurs sont si avides et si avares qu'ils n'ont point de honte de recevoir le moindre présent qui leur est fait quand ce serait par un pauvre homme. Leur avarice extraordinaire est cause que leur cuisine n'est pas mieux pourvue que celle d'un simple nègre, se contentant d'huile, de pain et de poissons puants, et ne buvant que de l'eau. Le matin, ils boivent de l'eau de vie, quand ils en ont, et l'après-midi du vin de palme. En un mot, ils ne vivent pas mieux que le moindre de leurs sujets. Qu'est-ce qu'il dit de ces rois et de ces seigneurs africains? Il dit que ce sont des gens avares et avides. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que en fait, ces rois ne dépensent pas leur argent. Ils vivent comme n'importe lequel de leurs concitoyens. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est tout simplement que les rois africains sont des gens humbles et modestes, qui se mettent au niveau des gens de leur peuple. Mais lui, comme son but, c'est de dénigrer les mœurs africaines, il tourne cela au négatif. Mais si on va dans le fond, on comprend à travers son témoignage que les rois africains n'avaient rien à voir avec ces monarques européens qui exhibaient leur luxe
tandis que le peuple mourait de faim. C'étaient des gens humbles, c'étaient des gens modestes, qui se contentaient de peu et qui se mettaient au même niveau que les gens de leur peuple. C'est ça qu'il ne voulait pas dire. Et voilà le genre de calomnie que l'on profère sur les rois africains. Regardez ce qu'il va dire par la suite. Lorsqu'on apporte le vin de palme l'après-midi, ils vont tous ensemble, sans excepter les esclaves, comme frères et compagnons, boire dans la place du marché, chacun prenant sa chaise et se joignant à cette illustre compagnie, et là ils boivent d'importance. Que raconte-t-il ici? Il dit que tous les après-midi, les rois, les chefs, les citoyens et même les esclaves, tous les après-midi, ils prennent les chaises et vont boire tous ensemble, comme des frères et comme des compagnons. Voilà comment les esclaves sont traités en Afrique. Où est le rapport avec ce qui se passait en Europe? Là, vous avez des rois, des seigneurs, des citoyens, des esclaves qui prennent les chaises, qui vont sur la place du marché et qui vont picoler tous ensemble, tous les après-midi, comme des compagnons. Mais lisons la suite. Lorsque ces bons frères, notez l'ironie, lorsque ces bons frères vont ensemble à boire, ils jasent comme des pies et on entend un bruit effroyable parmi eux. Mais ne vous imaginez pas qu'ils parlent de choses sérieuses, point du tout. Ce sont des discours sales et impurs qu'ils tiennent, et quoi qu'il y vienne des femmes, ils ne changent point leur conversation. Au contraire, les femmes en disent quelquefois plus que les hommes. Il rapporte cela avec ironie parce que lui observe ce qui se passe avec un œil esclavagiste, avec l'œil d'un esclavagiste européen. Et donc, il a du mal à comprendre ce qu'il voit. Je poursuis. Quoique les rois vivent d'une manière si familière avec leurs esclaves, comme je viens de le dire, ils ne laissent pas quelquefois de les faire mourir pour la moindre faute. Alors là, on ne sait pas si ce qu'il introduit là, c'est véritablement des choses qu'il a vues, ou est-ce qu'il dit cela pour nuancer un peu le caractère idyllique de l'esclavage en Afrique. Et il n'y a d'excepté que ceux qui sont en quelque considération auprès d'eux ou auprès du peuple. J'en ai vu, notez ce qu'il dit ici, j'en ai vu qui avaient plus d'autorité que les rois même, car leur maître leur confie le gouvernement de quelques peuples. Ils sont un si grand négoce et ont avec le temps tant d'esclaves qu'ils se font craindre de leur maître. Ils ont quelquefois même le courage de s'élever contre eux et de causer bien des troubles dans le royaume, qui ne cessent que lorsque le roi les apaise par quelques présents considérables. Il révèle là qu'il a vu en Afrique des esclaves avoir plus d'autorité que des rois. Qu'il a vu des esclaves qui dirigeaient le gouvernement d'un peuple. Est-ce que l'esclavage en Afrique, c'était la même chose que l'esclavage des Européens? Mais ce n'est pas fini. Il va maintenant parler des princesses du royaume. Pages 197 et 198. Pour ce qui est des princesses, vous vous imaginez sans doute qu'elles sont trop délicates pour être élevées à l'agriculture, mais elles y sont aussi bien obligées que les filles des autres. Donc là encore, les princesses sont des femmes humbles qui font les mêmes travaux que les filles ordinaires. Il est vrai qu'il y en a qui ont trop de grandeur d'âme pour déroger à leur haute naissance en travaillant comme des esclaves et qui choisissent un autre métier plus commode quoique malhonnête. On en marie beaucoup étant encore jeunes et on ne regarde point
aux biens ni à la naissance comme parmi nous. Et oui, parce que en Europe, les nobles se mariaient avec les nobles et les roturiers se mariaient avec les roturiers. Eh bien, il dit qu'en Afrique, c'était pas comme ça. Les gens se mariaient avec qui ils voulaient. Chacun se choisit une femme comme il veut, sans que les mariages soient pour cela inégaux. Quand même la fille d'un roi, notez ici, quand même la fille d'un roi épouserait un esclave, ce qui arrive ici tous les jours. Et cela s'accorde mieux que si le fils d'un roi épousait une fille esclave. Car comme les enfants suivent la mère dans ce pays, les enfants de la fille du roi mariés avec un esclave sont libres, au lieu que les enfants du fils du roi qui a épousé une esclave sont aussi libres. Donc il dit que en Afrique, les princesses, les filles du roi se marient avec les esclaves, que ça arrive constamment, et que comme les enfants suivent le statut de la mère, ces enfants-là sont des enfants libres, ils ne sont pas esclaves. C'était le contraire en Europe. En Europe, les propriétaires d'esclaves violaient les femmes africaines et leurs enfants métis, suivant le statut de la mère, étaient eux aussi esclaves. En Afrique, c'était le contraire. Donc là, voilà ce qu'était l'esclavage en Afrique, décrit par un commandant de fort négrier. Et lui ne comprend pas ce qu'il voit, parce que lui, c'est un esclavagiste européen. Et ce qu'il voit ne correspond absolument pas à ce qu'il connaît de l'esclavage. Comme le dit Alphonse de Lamartine dans un discours, en Europe, les Noirs esclaves travaillaient 16 heures par jour avec des coups de fouet. Ici, tous les après-midi, les esclaves allaient boire des coups. Avec le roi, avec les propriétaires. Ici, les esclaves dirigeaient des gouvernements, dirigeaient des peuples. Ici, les esclaves se mariaient avec les filles du roi. Vous constatez ici, comme je l'ai dit au début, pourquoi je vous ai parlé des 4 mots grecs qui servaient à désigner l'amour. Parce qu'on peut utiliser un même mot pour décrire des concepts qui en réalité n'ont rien à voir. Le mot esclavage ne correspond pas à cette pratique africaine. Esclavage, c'est un mot européen qui rend compte de ce que les Européens ont fait. Mais ça ne colle pas avec ce qui se passait en Afrique noire. Tous les témoins de l'époque disent la même chose. Francis Moore, explorateur anglais, décrit aussi la condition des esclaves en Afrique dans son livre à la page 110. Certains ont beaucoup d'esclaves de case, ce qui est leur plus grande gloire. Et ils vivent si bien et si aisément qu'il est parfois très difficile de distinguer les esclaves de leurs maîtres ou maîtresses. Ils sont très souvent mieux habillés, particulièrement les femmes, qui ont parfois du corail, de l'ambre et de l'argent sur les mains et autour du cou, d'une valeur de 20 à 30 livres sterling. Il dit que les esclaves en Afrique vivent tellement bien qu'il est difficile de dire qui sont les esclaves et qui sont les maîtres. Il ajoute que ces esclaves sont très bien vêtus, parfois mieux habillés, souvent mieux habillés que leurs maîtres, et que les femmes avaient des bijoux d'une valeur de 20 à 30 livres sterling. Je rappelle que ce livre a été publié en 1738 et à cette époque-là, cette somme correspondait à 1 mois de salaire d'un ouvrier spécialisé à Londres. Donc, il est là au cœur de l'Afrique et il trouve des femmes esclaves
qui ont des bijoux d'une valeur que la majorité des citoyens anglais de l'époque ne pouvaient pas s'offrir. Comment c'était en Europe? Comment les esclaves en Europe étaient vêtus? L'abbé Grégoire nous le dit dans son livre de la littérature aux pages 54 et 55. En lisant ce dernier, on voit que beaucoup de femmes créoles ont abjuré la pudeur et la douceur qui sont l'héritage patrimonial de leur sexe. Avec quelle effronterie cynique, elles vont dans les marchés, visiter, acheter des nègres nus et qu'on transporte dans les ateliers sans leur donner de vêtements. Pour se couvrir, ils sont réduits à se faire des ceintures de mousse. Robin reproche encore aux femmes créoles de renchérir sur les hommes en cruauté. Les nègres condamnés au fouet sont attachés face contre terre entre 4 piquets. Elles voient sans émotion le sang ruisseler et les longues lanières de peau se lever sur le corps de ces malheureux, etc. Donc voilà comment les esclaves des Européens étaient traités. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, je suis obligé de me restreindre parce que je ne peux pas citer toutes les sources dont je dispose, sinon les vidéos seraient interminables. Mais ces quelques éléments permettent déjà de comprendre que ceux qui aiment à répéter que tous les peuples ont pratiqué l'esclavage, ils veulent que nous entendions que tous les peuples ont fait les mêmes horreurs, les mêmes atrocités que ce qui est faux. Ils ont appelé esclavage des pratiques qui n'avaient rien à voir avec ce que eux faisaient. Ce sont eux qui ont perverti les coutumes des pays qu'ils ont envahis en introduisant leur cruauté. On va quand même faire appel à un autre témoin, Thomas Clarkson, pages 55 et 56. Nous répondons que l'esclavage en Afrique est une condition douce et supportable. C'est une sorte de vassalage patriarcal et la condition des esclaves y est préférable sous beaucoup de rapports à celle des vassaux dans le Moyen-Âge. Mungo Park nous apprend qu'en Afrique, des esclaves domestiques ne peuvent être vendus sous le bon plaisir de leur maître. Il faut, pour que leur vente soit légale, qu'ils aient commis quelques crimes. Ils mangent et vivent en la compagnie de leur maître, dans la simplicité des premiers âges. Les maîtres et les esclaves travaillent ensemble, soit à la maison, soit au champ, et il n'y a entre eux aucune distinction apparente. Les esclaves regardent leurs maîtres comme des pères de famille, ayant sur eux l'autorité paternelle. « Ne vous ai-je pas servi ?» disait le noir qui servait Mungo Park. « Ne vous ai-je pas servi comme mon maître et mon père ?» Tel est le tableau qu'en fait Mungo Park. Et on doit observer ici que le rapport de ce voyageur a été pleinement confirmé par tous les témoins interrogés par le comité du Parlement britannique. Donc ce fait a été établi lors de la commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue en Grande-Bretagne de 1789 à 1792. L'esclavage en Afrique n'avait strictement rien à voir avec l'esclavage en Europe. Et il ajoute, voyons maintenant quelle est la situation de ces mêmes hommes dans les colonies européennes. Que doit penser l'Africain lorsqu'à son débarquement, il se voit exposé en vente, tout nu, examiné et retourné comme une bête de somme, nourri, non comme ses maîtres, mais avec une telle parcimonie qu'il souffre fréquemment de la faim. Travaillant, non dans la compagnie de ses maîtres, mais sous le fouet d'un inspecteur qui tire de ses sueurs
tous les travaux dont un homme est capable. Quand il se voit infliger des châtiments arbitraires, sans espoir de se faire rendre justice, accablé de coups, s'il lui échappe une plainte, dégradé du rang et de la condition d'homme, et ravalé à celle des animaux. Quand il voit qu'à la couleur de sa peau est attachée une ignominie qu'il transmettra à ses descendants de manière à perpétuer entre les Noirs et les Blancs cette barrière outrageante qui fait une loi aux premiers de trembler et de baisser la vue devant les seconds. Mais supposons qu'il en est autrement. Supposons que les maîtres et les propriétaires n'ont point cette dureté et cette cruauté. Supposons que ce soient des hommes ordinaires et traitables. Eh bien, même dans cette supposition, l'esclavage de l'Afrique est un paradis de délices en comparaison de l'esclavage des colonies. Voilà sa conclusion. L'esclavage en Afrique, c'était un paradis de délices comparé à l'esclavage en Europe. Il poursuit. Qui peut les payer? De la perte de leur famille et de leurs amis, de l'éloignement de leur douce patrie. Qui leur rendra les tombeaux de leurs pères et ces lieux chéris qui les ont vus naître et où s'écoula leur riante jeunesse? Quel traitement, quelque humain qui puisse être, compenseront cette dégradation par laquelle on les ravale à la destinée des bêtes? Leur couleur, leur langage, et jusqu'à la conformation de leurs traits, tout concourt à leur rappeler à chaque instant de leur vie leur douloureux abaissement. En Afrique, ils vivaient avec des maîtres de la même espèce et de la même couleur qu'eux. S'ils parlaient, s'ils se plaignaient, ils trouvaient des voix pour leur répondre, des cœurs pour les entendre. Et la nature avait uni les maîtres aux esclaves par les nœuds d'une mutuelle sympathie. Il n'y a pas de comparaison possible entre la pratique africaine et la pratique européenne. On parle de deux choses différentes. Et l'abbé Sibir avait fait remarquer quelque chose. Il avait remarqué que les esclaves qui arrivaient d'Afrique ne portaient sur leur corps aucune trace de coup ou de mutilation. Il y avait tous les ans plus de 100 000 personnes qui arrivaient d'Afrique. Et les corps de ces 100 000 personnes étaient toujours intacts. Pas de coup de fouet, pas de traces de mutilation. Ce qui révèle que sur le continent africain, il n'y avait pas de maltraitance, il n'y avait pas de barbarie, il n'y avait pas de cruauté. Les corps de ces centaines de milliers d'Africains qui arrivaient tous les ans témoignent de cela. Et comment c'était en Europe? L'abbé Goujon, qui a visité des colonies européennes, a raconté dans ce livre Lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises ce qu'il a vu. Page 14. Dès les premiers jours de mon débarquement, j'avais aperçu sur le dos de presque tous les esclaves, hommes, femmes et enfants, de longues cicatrices. J'en ignorais la cause, ne connaissant pas la discipline à laquelle ils sont assujettis. Donc ces Noirs, lorsqu'ils arrivaient d'Afrique, n'avaient pas une seule marque sur le corps. Et là, maintenant qu'ils étaient esclaves des Européens, tous, y compris les enfants, étaient mutilés. En 1773, Bernardin de Saint-Pierre, qui lui aussi a visité les colonies, a fait la même observation dans son livre « Voyage à l'île de France, à l'île de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, etc. » Pages 198 à 200. J'ai vu chaque jour fouetter des hommes et des femmes pour avoir cassé quelques poteries, oublié de fermer une porte. J'en ai vu de tout sanglants frotter de vinaigre et de sel pour les guérir. J'en ai vu sur le port
dans l'excès de leur douleur, ne pouvoir plus crier, d'autres mordre le canon sur lequel on les attache. Ma plume se lasse d'écrire ces horreurs. Mes yeux sont fatigués de les voir et mes oreilles de les entendre. Que vous êtes heureux quand les maux de la ville vous blessent, vous fuyez à la campagne. Vous y voyez de belles plaines, des collines, des hameaux, des moissons, des vendanges, un peuple qui danse et qui chante, l'image au moins du bonheur. Ici, je vois de pauvres négresses courbées sur leurs bêches, avec leurs enfants nus collés sur le dos, des noirs qui passent en tremblant devant moi. Quelquefois j'entends au loin le son de leurs tambours, mais plus souvent celui des fouets qui éclatent en l'air comme des coups de pistolet, et des cris qui vont au cœur, grâce, monsieur, miséricorde. Si je m'enfonce dans les solitudes, j'y trouve une terre raboteuse, toute hérissée de roches, des montagnes portant au-dessus des nuages leur sommet inaccessible, et des torrents qui se précipitent dans des abîmes. Les vents qui grondent dans ces vallons sauvages, le bruit sourd des flots qui se brisent sur les récifs, cette vaste mer qui s'étend au loin vers des régions inconnues aux hommes, tout me jette dans la tristesse et ne porte dans mon âme que des idées d'exil et d'abandon. Il dit que le spectacle de cruauté qu'il a devant lui en permanence ne lui donne qu'une seule envie, c'est de partir, de s'isoler dans un autre monde. En 1781, Nicolas de Condorcet s'était aussi exprimé sur la question et avait mis en évidence la cruauté de l'esclavage des Européens. C'est donc à la lie des nations déjà très corrompues que les nègres sont abandonnés. Souvent les nègres sont mis à la torture en présence des femmes et des filles des colons qui assistent paisiblement à ce spectacle pour se former dans l'art de faire valoir les habitations. D'autres nègres ont été victimes de la férocité de leurs maîtres. Plus d'une fois, on en a fait brûler dans des fours. Et ces crimes qui méritaient la mort sont tous demeurés impunis. Et il n'y a pas eu, depuis plus d'un siècle, un seul exemple d'un supplice infligé à un colon pour avoir assassiné son esclave. On pourrait dire que ces crimes cachés dans l'intérieur des habitations ne pouvaient être prouvés, mais les Blancs se permettent de tuer les nègres marrons comme on tue des bêtes fauves. Ce crime se commet au dehors, il est public et reste impuni. Et non seulement jamais une seule fois la tête d'un de ces monstres n'est tombée sous le fer de la loi, mais ces actions infâmes ne les déshonorent point entre eux. Ils osent les avouer, ils s'en vantent, et ils reviennent tranquillement en Europe parler d'humanité, d'honneur et de vertu. Thomas Buxton, dans son livre de la traite des esclaves, dit à la page 138 que durant la traversée qui les menait en Amérique, les femmes africaines subissaient des viols collectifs de la part des négriers et des marins, et qu'une fois arrivées en Amérique, elles subissaient des viols de la part des propriétaires d'esclaves. L'abbé Grégoire, dans son livre de la traite et de l'esclavage des Noirs et des Blancs, nous raconte quelque chose à la page 9. Dans les désastres de Saint-Domingue, des forfaits épouvantables ont été commis par des hommes de toutes les couleurs. Mais à des Blancs seuls appartient l'invention infernale d'avoir tiré à grands frais de Cuba des meutes de chiens dévorateurs dont l'arrivée fut célébrée comme un triomphe. On irrita par une diète calculée la voracité naturelle de ces animaux, et le jour où l'on fit sur un noir attaché à un poteau l'essai de leur empressement à dévorer, fut un jour de solennité pour les Blancs de la ville du Cap, réunis dans des banquets préparés autour de l'amphithéâtre, où ils jouirent
de ce spectacle digne de cannibale. Donc, il faisait venir des chiens dévorateurs. Il ne leur donnait pas à manger pendant plusieurs jours. Puis, il leur livrait un noir et ils assistaient au spectacle de ce noir qui se faisait dévorer par les chiens. Voilà ce qu'était l'esclavage en Europe. Et il dit que même si des gens de toutes sortes ont commis des crimes, il dit qu'il n'y a que des Blancs qui ont fait une chose pareille. Pruneau de Pomme-Gorge, un administrateur colonial, raconte à la page 99 « Un esclave se permet-il de résister à la violence d'un homme libre? La loi le condamne à mort. Une femme blanche se disputait dans un marché du Cap français avec une négresse. Celle-ci osa donner un soufflet à son adversaire. Elle fut arrêtée et la potence fut la peine de son crime. Et les Blancs peuvent battre, mutiler à leur gré les gens de couleur. On a vu un jeune homme couper les oreilles à 6 esclaves que son père venait de lui donner afin de les reconnaître. Donc on offre à un jeune homme 6 esclaves. Pour être certain de pouvoir toujours les identifier, il tranche à chacun une oreille. On a vu un tonnelier colérique tuer de sa doloire tous les nègres qui irritaient sa fureur. On a vu une négresse qui avait volé un canard recevoir 50 coups de fouet, être frottée de jus de citron pimenté, être enchaînée en plein air et y rester 15 jours pour achever d'expier le crime affreux dont elle s'était rendue coupable. On a vu un nègre, après avoir osé se débattre contre son maître qui l'arrêtait pour le faire fustiger, être étendu, la face contre terre, les membres tirés avec effort et liés à des piquets, recevoir par 4 commandeurs 500 coups de fouet, etc., etc. Et lui, justement, Pruneau de Pomme-Gorge, c'était un négrier qui a décidé d'arrêter ce travail parce qu'il ne voulait plus cautionner toutes ces atrocités. Je pourrais encore citer des témoins de l'époque qui racontent ce qu'était l'esclavage en Afrique, comment les esclaves étaient traités avec douceur, avec humanité. Et je pourrais citer encore des auteurs de l'époque qui racontent la cruauté avec laquelle les Européens traitaient leurs esclaves. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand ces gens aujourd'hui nous disent que tous les peuples ont été esclavagistes, ils veulent nous faire croire que tous les peuples ont commis les horreurs que eux ont commises. Nous avons vu que dans la plupart des cas, c'était faux. Il n'y a pas de comparaison possible entre ce que les Européens faisaient et ce que les Africains faisaient. Dans un cas, nous avions un esclavage de cruauté, de prédation et d'exploitation, et dans un autre cas, un esclavage de réparation et de régulation sociale. Dans cette série de vidéos, je privilégie les écrits des Européens de l'époque et j'ai expliqué pourquoi. Mais on peut mentionner le témoignage de Olaudah Equiano, un homme noir. Il a la particularité d'avoir été esclave en Afrique, puis esclave en Europe. Son histoire a été publiée dans le livre The Life of Olaudah Equiano, la vie de Olaudah Equiano. Et je reprends une de ses déclarations citées par Jean-Philippe Omotunde dans son livre La traite négrière européenne, vérité et mensonge à la page 144. Il dit « Je n'avais jamais vu chez les miens de tels exemples de cruauté bestiale. » Et je finirai en citant Joseph Elzéar Morenas, puisque même la Bible affirme que on reconnaît un arbre à ses fruits. La manière dont vous traitez quelqu'un qui est sous votre pouvoir révèle quel genre de personne vous êtes et quel genre de peuple vous êtes.
Aux pages 151 et 152, il compare lui aussi l'esclavage des Européens et l'esclavage des Africains. Ce contraste qui existe entre les esclaves de case et ceux des négriers est frappant et digne de remarque. Les premiers jouissent d'une grande liberté, disposent à leur gré d'une partie de leur temps et de leur industrie. Ils ont une propriété, possèdent une maison et vivent au milieu d'une famille qu'ils chérissent tendrement. Lorsqu'un captif a une propriété, des femmes, des enfants et une industrie particulière, le maître a un droit sur le gain de son esclave qui n'exige pas toujours, au moins en entier. Les captifs destinés à la traite, donc ceux des Européens, sont enfermés dans des captiveries où ils vivent pêle-mêle comme de vrais animaux, ne sortant presque jamais sans être soumis à une surveillance sévère et souvent chargés de fer. Dans les différentes contrées de l'Afrique, de même qu'en Asie, l'esclave fait presque partie de la famille du maître. Ces mœurs patriarcales donnent une idée du caractère doux et humain de ces peuples bons qu'on a osé accuser de se nourrir de chair humaine. Ils peuvent avoir les défauts des âmes faibles, mais on ne trouve jamais parmi eux aucun des vices du méchant. Cette vérité est attestée par le rapport des voyageurs les plus dignes de foi.